faut l'enfermer. C'est pas possible. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast NBA Extra, le premier de cette 13e saison de la NBA sur beIN Sport, puisque maintenant on peut le dire, c'est officiel, la NBA reste sur beIN pour encore au moins un an, et pour ça, Jacques Monclar sera encore là aussi pour décortiquer cette actu de la NBA, et il est là avec moi aujourd'hui. Bonjour Baptiste, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Oui, beIN est là, point barre. On met un point, on verra la suite. Voilà. C'est bien clair. Et on va s'appliquer à partager avec le plus de gens possible nos impressions, les analyses, c'est un grand mot, enfin en tout cas notre ressenti. Voilà. Et justement, il y a eu quand même beaucoup de choses là ces derniers temps. C'est reparti sur des roulettes, alors qu'il reste. On est à 2 grosses semaines du début de la saison régulière qui commencera le 22 octobre, donc sur nos antennes. Je voulais tout de suite revenir quand même sur la grosse actu qui est arrivée la semaine dernière et ce trade qui était dont on s'attendait peut-être pas autant, celui des Knicks et des Wolves qui ont donc échangé Karl Anthony Towns qui est arrivé aux Knicks et Donte DiVincenzo et surtout Julius Randle à Minnesota. Coach, qu'est-ce que alors, ça vous a dit quoi ce trade quand vous l'avez appris? Ça m'a dit quoi? Ça m'a dit qu'il y a eu un move et qu'il était inévitable à partir du moment où Mitchell Robinson se blesse. Déjà, le départ d'Isaac Hartenstein, il fera peut-être la finale NBA cette année, celui-là. Mais pas avec les Knicks, en l'occurrence. Non, puisque, avec le Thunder. Oui, le OKC. Mitchell Robinson se blesse. Il y a quelques intelligents qui disaient « Ouais, Julius Randle en 5 ». Mais non, il rend trop de taille. Bien sûr qu'en attaque, il peut jouer 5. Mais en défense, il ne peut pas dissuader, prendre des rebonds, être présent sur les pick and roll comme Hartenstein et Robinson le faisaient. Donc, il fallait faire un move. En plus, dans l'alchimie du terrain, c'est vrai que Karl Anthony Towns, quand on a un gars comme Bronson qui drive beaucoup, quand on a Hart qui est un driver aussi, quand on a des joueurs comme Achua qui sont ou OG Anunoby qui sont à la fois des spot shooters, c'est-à-dire sur des endroits fixes, surtout OG Anunoby d'ailleurs, mais Achua est plus dans la boîte maintenant avec les Knicks, mais qui sont des joueurs qui occupent la raquette. Le fait que Karl Anthony Towns, et je suis pas le plus grand fan au départ de Karl Anthony Towns. Ouais. Mais est-ce que ça peut fitter avec cet effectif? Techniquement, oui. Tactiquement, oui, parce que quand on shoot à 40% à 3 points en saison sur un gros volume pour un big man, avec cette équipe-là, ça sert, évidemment. Maintenant, c'est mentalement. Ouais. Est-ce qu'il est capable, parce que je le trouvais un peu vite débordé quand il était à Wolves, est-ce qu'il est capable de supporter la pression new-yorkaise, médias, Garden, environnement? C'est un gars qui s'était totalement intégré à la sortie de l'université du Kentucky. Il est arrivé aux Wolves, il a été numéro 1. Ils ont vécu beaucoup de choses dans le cocooning avec Andrew Wiggins à l'époque. C'est parti en vrille. Il est arrivé Thibodeau, il est arrivé Butler, le drama, le ci, le ça. Il n'était pas prêt mentalement pour Minnesota et pour la NBA en tant que leader. On parle d'un numéro 1 de draft quand même. On parle d'un des prospects à Toronto, je crois qu'il gagne le Skill Challenge. Il est attendu beaucoup plus haut que ce qu'il n'a fait. Il a pris son temps en tous les cas pour vraiment commencer à... Il a tellement pris qu'il ne l'a jamais fait pour l'instant. Oui. Donc là, on va voir. Pour lui, c'est le challenge de sa carrière. Pour moi, c'est le challenge de sa carrière. Après, est-ce que les Knicks avaient le choix? Non. La perte d'Hartenstein est terrible, terrible pour les Knicks. Moi, je trouve qu'ils faisaient un boulot avec Mitch Robinson. Il y avait 2 soldats. Est-ce que avec juste Towns, du coup, ça reste un petit peu léger? Robinson, 4-5 mois, 3-4 mois à Noël, il est là. Voilà. Mais pour le reste, oui, ça fait des Knicks un top 3-4 à l'Est, a priori. Voilà. Quand on voit ce trade-là, on se dit il joue quand même beaucoup, même directement l'envie d'un titre. Il y a quand même le champion qui est là, Boston, les six. Au moins une finale de conf.
Philadelphie a fait un gros recrutement aussi. Hein, donc voilà. Et puis Indiana était en finale. Et puis Milwaukee, ils seront pas pires que l'année dernière, donc que mieux. Et puis l'ajout de Gary Trent va leur faire du bien. Gary Trent Jr., qui pour moi est un super pic de la part des Bucks. Surtout avec l'incertitude qui entoure Chris Middleton, qui encore cette année tient un peu les clés du niveau de Milwaukee, non pas en saison régulière, mais pour aller au bout. Moi, là, dans tout ce que je vais dire, je raisonne saison régulière, mais je raisonne au bout aussi. Voilà. Ah oui. Voilà. Mais bon. Pour ça, quand je parle de dissuasion en saison régulière, les Knicks, ils auraient gagné des matchs avec Randle en 5. En play-off, tu te fais plier. Justement, Randle à Minnesota, c'est aussi un changement pour cette équipe. Le fameux duo Gobert-Kat qui finalement est disloqué, mais qui garde quand même une belle raquette du coup. Pour moi, le grand bénéficiaire là-dedans, c'est Naz Reid. C'est le plus complet de tous. Rudy est largement orienté défensivement. En attaque, oui, sur les pick and roll, au-dessus, en mouvement, très bien. Mais Naz Reid qui peut tout faire et qui peut jouer avec Randle. Ils ont 3 joueurs quand même de très haut niveau. Là. On débute avec lesquels ? Je m'en fous un peu, mais j'imagine qu'ils vont débuter Rudy, Randle. Randle, ouais. Puisque ça marchait bien avec Naz Reid en 6e homme. Naz Reid a la caractéristique de pouvoir remplacer les deux. Exactement. Le 4 et le 5. Donc c'est bonheur pour un coach. Et coach Finch, c'est un bon coach. Donc il ne va pas rater ça. Est-ce que, c'est toujours un peu le jeu, mais c'est un trade gagnant-gagnant pour vous quand même Plus gagnant pour les Knicks. Dans ce qu'ils ont à jouer. Alors oui, ils ont perdu un Nova Boy, il faut en dire un mot, parce que DiVincenzo, il a battu le record des paniers à 3 points marqués par les Knicks. C'est un mec qu'on a mis 280, je crois, dans la saison, ou quelque chose comme ça, enfin, par là. Et puis c'était l'ADN, quoi. Enfin, ils ont récupéré un qui était un peu sur son poste, Michael Bridges. Oui. L'arrivée de Towns à 3 points fait le déséquilibre, et il fait envie aussi, parce qu'il va faire du bien aux Ant-Man et aux Wolves. Les Wolves, pour eux, de toute façon, le vieillissement de Mike Conley est un paramètre à envisager. Ils ont clairement renforcé avec DiVincenzo et Randle sur des spots d'attaque. DiVincenzo en défense, Randle en défense. Disons que à Dax, le jour du 15 août, pendant la corrida, il a sa place. Mais on voit que c'était... On revient de vacances. Non, on y est. Bon, en tout cas, on va suivre ça. Oui, on va suivre ça, c'est intéressant. Quand New York a une équipe, c'est des gros marchés. On va raisonner championnat de France de foot. Quand Paris ou Marseille fait un move, ce sont des gros marchés. Voilà. Ça reste comme ça. Oui, c'est sûr. En parlant d'un autre gros marché, on peut peut-être parler de celui de Los Angeles et des Lakers. Celui-là, il est toujours... Mais il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire parce que pas grand-chose dans l'effectif qui change, mais quand même un nouvel entraîneur. Ah oui, et puis avec un background et une expérience. Une expérience remarquable. On verra. Une expérience en tant que joueur. Chambre, là. Oui, voilà. Je chambre. On donne les Lakers, qui sont certainement une des équipes les plus dures à manier, surtout dans la configuration de l'année dernière. Aucune recrue. Aucune. À part, du coup, le fils de LeBron, si on peut parler de recrue. C'est gênant de tailler un gamin, mais moi, ce qui me fait de la peine dans cette histoire, c'est qu'il a pris la place d'un autre gamin. Il aurait très bien pu aller aux Lakers sans être drafté. À la draft, il a pris la place d'un gosse qui va se retrouver peut-être en France, peut-être en Bosnie, en Grèce, où vous voulez. Ça me choque un peu, ça, mais bon, c'est... le jeu de la vie de Rich Paul, des Lakers, de Pelinka, des ex-agents, des agents. Ouais, c'est leur vie. Ça fait un peu peur quand même. Mais qu'est-ce que vous croyez ? On va entendre parler que de ça. Depuis le Media Day, on a vu quoi ? C'est ça. On a vu du Bronny et du Redick. Alors Redick, ok, on va voir sur pièce. Très bien. Il y en a d'autres qui se sont cassés les dents. Un mec qui a été éduqué, à Duke, une espèce au début de mascotte à Orlando qui bosse terriblement, qui en sortie d'écran, en compréhension du jeu, a toujours été remarquable, qui est hyper respectable comme joueur pour ce qu'il a tiré de lui-même. On lui donne les Lakers. Ok,
Ok. C'est un peu comme si j'étais encore joueur, que toi tu sois un peu coach, et on fait un podcast ensemble, et 6 mois après, t'es mon coach. Voilà. Il y a ça aussi qui me gêne. Il y a beaucoup de choses qui me gênent chez les Lakers. Maintenant, c'est une franchise magnifique. Je n'ose imaginer que D'Lo a fait repentance de son manque de sérieux l'année dernière. Il était temps de le dire. Merci, D'Lo. Voilà, je trouve très bizarre tout ça. Alors, ils ont des joueurs à l'appel. LeBron aura 40 ans le 30 décembre. Anthony Davis, qui a fait une très belle saison l'année dernière, il doit en faire encore une meilleure pour espérer les playoffs. Voilà. Mais c'est vrai que c'est étonnant qu'il n'y ait pas eu d'ajout. Donc je me dis qu'il y en aura pendant l'année. Ouais. Parce qu'avec la tripotée de joueurs qu'ils ont là, les Vanderbilt, les Hashimura, les Gabe Vincent, tous des joueurs qui ne sont pas ou peu ou pas bien utilisés. Qu'en play-off, ça suffisait pas. En play-off, enfin contre Denver, même en saison régulière. C'est surtout en saison régulière qu'ils ont montré leur inconstance en play-off. Ils n'ont aucune expérience. Ils ont pris 4-0, non ? Ils ont pris 4-0, oui. Je crois que c'est le seul sweep. Voilà, on en parle beaucoup pour ce que c'est, quoi. Bon, et parlons d'autre chose. Dans le tableau, moi, perso, et j'en parlais avec Rémi, il voit pas une des deux équipes de LA en play-off direct dans les 6. Ah oui, non plus les Clippers. Avec la perte de Paul George, ça... Et puis Kawhi qui va être load manager. Oui. James Harden va shooter dans tous les sens. Ouais, c'est sûr que ça... y a beaucoup de bons joueurs vétérans. Bon, il y a une ou deux interrogations, le petit qui est venu de Denver, tout ça, là, l'année dernière, Bones, je sais plus quoi. Bones Island. Island. Mais bon, oui, moi je vois les Lakers mieux que les Clippers quand même, qui me font un peu peur, je le cache pas, malgré Zubac, malgré Harden, malgré l'affection que je porte à Nico Batum, de retour là-bas, et bravo à lui de s'impliquer dans cette franchise en accompagnant la franchise, Tyronn Lue. La nouvelle salle, c'est... Alors en gros, sur Los Angeles, hormis le départ de Paul George, le load management de Kawhi Leonard, on va dire aussi la nomination de J.J. Redick. Le plus intéressant, c'est la nouvelle salle des Clippers. L'Inuit Dome, du coup. Voilà. Ça, on a vu des images encore, ça donne envie d'y être. Ce serait bien pour vous que les Clippers aillent en finale, comme ça vous iriez voir. Ils n'iront pas. Vous iriez voir cette salle. Il y aura eu un tsunami de joueurs qui seront arrivés au mois de février. Quoi. Mais ils n'iront pas. Bon, s'ils font les play-in, les deux, très bien. Parce que l'Ouest, c'est complicado, hein, l'Ouest. Ah oui, il y a du monde. Alors, je voulais parler des Spurs. Eux, ils joueront peut-être les play-in, qui sait. On va leur souhaiter. Avec du coup cette arrivée de Chris Paul, on peut parler aussi d'Harrison Barnes, mais je voulais plus quand même parler de Chris Paul et de l'ajout que ça fait dans cet effectif, et surtout pour Victor Wembanyama qui va donc débuter sa deuxième saison. Est-ce que pour vous, Chris Paul, c'est le joueur qui peut faire encore passer un cap Ça dépend s'il se pète pas, parce qu'il se pète de plus en plus vite et souvent. Vous voyez, ça a toujours été un peu le némésis de sa carrière. Moi, je pense que les deux, parce que Harrison Barnes, c'est un vrai 4 aussi. Je vais faire vite fait Harrison Barnes, intéressant, qui était un top joueur quand il mettait dedans, ce qui n'a jamais été le cas tout le temps, de temps en temps. Il met dedans, mais pas tout le temps. Je trouve intéressant l'association bon passeur. Et puis Chris Paul. Chris Paul, c'est certainement le meneur le plus meneur qu'on puisse trouver. C'est dans la lignée avec plus de talent peut-être, et puis surtout 20 ans après, de Stockton, dans ces joueurs académiques qui connaissent le jeu, qui sentent le tempo, qui sont le relais du coach, qui installent des choses, qui anticipent les choses. Il a tout en magasin. Il a aussi son âge en magasin, mais il a cette capacité de bon conseil. Si tu regardes les Spurs ou d'autres équipes, tu te dis, ce mec-là, il va être coach après, c'est un coach sur le terrain. Après, il est capable de mettre des points, il est capable de se régaler, profiter de ce que Victor va apporter. Et puis Victor va progresser, comme Sohan va progresser,
comme Vassell, Johnson, Keldon Johnson vont progresser, comme Zach Collins va revenir de blessure. Et si les Spurs arrivent à rester dans la course au play-in très longtemps, voire même jusqu'au bout, ce sera une belle saison. L'année dernière, ici même, quand j'avais dit qu'entre 25 et 30, c'était une saison superbe, entre 20 et 25, c'était une bonne saison, je préfère le dire parce que les gens oublient. Eh ben, on m'a pris pour un fou, puisque quelques grands techniciens disaient qu'ils allaient gagner entre 35 et 40 matchs. Faut arrêter les conneries, quoi. Cette équipe-là, cette année... Est-ce que là, on peut s'attendre, du coup, quand même à une autre saison? Les playoffs directs, à l'Ouest, ce sera à plus de 50. Ouais, c'est beaucoup. Donc, objectif play-in. Et rester le plus longtemps dans la course au play-in. Regardez Houston. L'année dernière, ils sont restés à la porte. Cette année, ils vont avoir franchi la porte. Oui. Ah ben oui. Après, 8, 9, 10, 7, 6. Il faut aller à 6 pour être en play-off. Ouais. Et quand on a mis Denver, ici, quand on a mis toutes les équipes qu'il y a devant, Memphis qui revient, bref, il y a du monde. Dallas qui est juste finaliste en titre, j'en ai déjà cité 4. On va citer Sacramento, on va citer... Denver, vous l'avez dit? Oui, les Wolves. Les Wolves, oui, c'est ça. Il y en a 6. Ouais. J'ai pas mis dans l'ordre, hein. Les Wolves sont bien évidemment avant Sacramento. Un beau transfert aussi, Sacramento. Avec DeRozan. C'est vrai. Mais toujours pas d'intérieur. Et c'est ça. Avec Sabonis qui... Sabonis, ça fait des stats, c'est un très beau joueur. Pas de dissuasion, il fait pas de 15. Je voulais parler aussi des autres Français, parce qu'il y avait quand même une belle cuvée de draft avec Zachary Rizaché, avec Alexandre Sarr, avec Tidjane Salin. Est-ce qu'il y en a un... Enfin non... J'imagine que les trois vont vous intéresser, mais par exemple, je voulais parler de Tidjane Salin un petit peu, parce que j'ai entendu qu'il faisait Tidjane Salin, il faisait forte impression là, gros potentiel en plus. À Charlotte. J'ai envie de dire, à Charlotte, faire forte impression, c'est pas non plus le plus compliqué, mais bon. Au moins, il a de la place. Tidjane a tout pour. C'est un joueur qui, par moments, est inarrêtable, tant sur son jumper que sur ses actions défensives, sur sa compréhension du jeu. Il a un gros gabarit, il est tonique, il va vite. Très, très, très intéressant. Il faut voir comment il va fitter avec la Melo Ball, avec Brandon Miller, avec toute la clique là. Charlotte, c'est un cocon, et il peut s'y éclater. Zachary, Atlanta, c'est une équipe qui est... Alors, le numéro 1 à Atlanta, c'était une très très grosse cote. Hein. Parce qu'ils sont équipés, et puis ils n'ont pas réussi à se séparer de Trae Young, donc ils sont un peu sur un cycle, ils ont perdu Dejounte Murray. Il y a des joueurs intéressants, il y a des joueurs à son poste. Il a un peu le profil d'un Nico Batum, Zachary. Les attentes seront pas trop grandes, vous pensez, en ce début pour un numéro 1, c'est toujours... Il n'y a pas de limite. J'ai l'impression que ça va pour l'instant. Voilà, c'est pas c'est un joueur complet qui va être un vrai bon joueur de NBA. Après, peut-être pas Michael Jordan, voilà, mais un vrai bon joueur. Nico Batum est un vrai bon joueur de NBA depuis 2008. On est en 2024. Ça fait 16 ans qu'il trimballe, voilà. Zachary, il a ça en magasin. Après, à lui de développer d'autres choses. Je vais être très cash, là. Je suis très en attente de ce que va faire Quinn Snyder, qui, depuis qu'il est là-bas, rien changé. Non. Et il y a aussi un peu la question de Clint Capella qui est là, justement, qui n'est pas là des fois. On l'annonce beaucoup sur le départ. Et ils veulent jouer avec Okongwu seulement ? C'est ce que... Oui. Ils doivent se rendre compte que ce qu'ils ont, c'est finalement à 2 joueurs, ils ont un joueur, quoi. Je sais pas, oui. Clint Capella, on en parle depuis 2 ans et demi. Tu prends tous les... Oh là là, il va partir, il est sur la liste. Bah oui, il est sur la liste, mais il part pas. Hein. C'est assez étonnant. Et Trae Young, qui n'a pas passé non plus un cap encore. Non, puis des joueurs que... Alors il y a Smith qui arrive, qui est bon, là. Il y a Bogdan Bogdanovic, qui est un superbe joueur, à mon avis, sous-utilisé du fait de la gourmandise de Trae Young. On verra, c'est une équipe, c'est à Quinn Snyder, il y a du matos. C'est à Quinn Snyder de réveiller tout ça.
Quant à Alexandre Sarr, c'est bien ça, c'est Alexandre. C'est Alexandre. Parce qu'entre Olivier... faut voir, ils ont pris JV là-bas en poste 5. D'accord, d'accord, il est de retour. Jonas Valanciunas. Ah non, oui, pardon, j'étais sur Javal McGee, moi. Ah non. JV Valanciunas. C'est costaud. C'est lourd. Gratter des minutes, montrer son dynamisme, c'est un 5-4, plus 5 que 4, parce qu'il n'est pas prêt techniquement à jouer 4. D'un physique terrible, d'une vitesse terrible, excellent en transition. Va falloir s'adapter. Voilà. Bon, on a fait le tour de ces Français. Oui, un petit mot pour Gershon. Gershon, évidemment. Qui débarque. C'est vrai, il n'est pas drafté, mais presque. Notre héros des quarts de finale, demi-finale, finale. Oui. Qui depuis 2 ans est le meilleur joueur de l'équipe de France, très largement. Et qui a dit du coup que c'était son dunk sur LeBron qui l'avait fait ramener en NBA. C'est un peu... Bon, pas que, mais pas oui. que quand même. Mais ça marque aux yeux des Américains, peut-être un peu. Ça marque les esprits. On posait un comme ça, de si loin, avec LeBron, qui en plus joue le passage en force, le pauvre, et qui se prend le tonnerre sur la tronche. Moi, oui, ça marque les esprits. Après, Gershon, comme je vous dis, moi, ça fait 2 ans que je dis que c'est le meilleur joueur français qui joue en équipe de France, sans souci. Au mondial, c'était le seul qui avait un petit peu surnagé. Sur 15-20 minutes, je lui souhaite tout le bon qui soit. Gershon, physique, tonique, un peu de confiance. La distance, il l'a. Voilà. Je lui souhaite. Et puis Rudy, il va défendre son titre de défenseur de l'année. Défenseur de l'année. Même si Victor sera dans les parages. Ouais. Oui, mais enfin, Victor aussi sera dépendant d'une équipe qui doit gagner des matchs, parce qu'on ne peut pas être défenseur de l'année dans une équipe passoire. On ne ramène pas la défense à des statistiques individuelles. Je tiens à le dire en début de saison, je le redirai en fin de saison quand on me demandera mon choix. La vraie statistique, elle n'est pas individuelle, ni en attaque, ni en défense. Donc, faut arrêter avec ces conneries de découpeurs, de gens qui limitent le basket à des chiffres. Voilà, dans les Français, on a Evan qui maintenant est à Olympiakos. C'est un bon choix pour vous, pour lui ? Devant la situation NBA, ça le faisait rêver. Il va découvrir l'Euroleague. Ce soir d'ailleurs, ou hier soir c'était... alors l'Olympiakos je sais pas, mais en tout cas oui, ça commence... J'ai regardé hier soir Monaco, mais j'ai pas tout regardé. Villeurbanne aussi, mais bon, j'ai pas tout regardé. Je souhaite le meilleur. Il y a le petit Killian Hayes qui est à Brooklyn. Ouais. Qui risque d'y rester du coup. C'était pas encore... il avait pas un contrat... Il y a Dennis Schroeder devant lui. Ouais. Il y a pas mal de joueurs à Brooklyn aussi. Mais c'est vrai qu'ils ont perdu Michael Bridges. Ça va quand même être un peu... Il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés sur le trade. Ouais. Donc on verra. Et puis qui on a encore comme Français ? Bon, Ousmane Dieng, j'espère qu'il aura des minutes un jour. Ryan Rupert. C'est que vous alliez me parler de Pacom Dadi aussi qui... Ouais, on verra. Il a pas l'air. Pour lire beaucoup de choses sur les Knicks, il n'y en a pas beaucoup. C'est pas une préoccupation du management pour l'instant. Après, un joueur doit contrôler ce qu'il peut contrôler, c'est-à-dire l'entraînement et le terrain. Et je lui souhaite le meilleur à Paco, mais oui. Voilà. Chaque chose en son temps. Voilà. L'autre trade de l'été, c'était quand même aussi Klay Thompson qui a rejoint Dallas, les finalistes. Lors du Media Day, Luka Doncic a expliqué que c'était un peu le joueur parfait pour son style de jeu et celui de Kyrie Irving, parce que voilà, ça va libérer des espaces, le spacing va être bon pour Dallas. Est-ce que vous êtes d'accord avec Luka ? Vous allez entendre au Media Day un mec dire « Mais non, ils m'ont pris un baltringue. » Évidemment. Non, Klay Thompson est le joueur formidable qu'il a été. Oui, il était le joueur parfait pour Dallas, mais il y a 4-5 ans. On verra cette année. L'année dernière, il a eu des très bons moments. Et il a eu moins de constance par rapport à avant où il enquillait, même s'il faisait des petites crises de temps en temps, mais moins longues que maintenant. Il avait été rétrogradé. Moi, j'adore Klay Thompson, qui était... C'est pas bien grave. Non, mais... C'était autant pour donner de la confiance à Podziemski que pour le sanctionner. C'était pas une sanction, c'était une préparation, une alchimie. Il n'a pas voulu rester sur un contrat court
à San Francisco, donc les Splash Brothers n'existent plus. Je suis toujours un peu surpris je sais pas, c'était une histoire de durée apparemment. Ok, oui, c'est un très bon joueur. De là à penser que c'est le Klay Thompson des années 2017-2020, non. Enfin 2019, puisqu'il s'est blessé en 2019. Pour vous, il ne retrouvera pas son niveau. Il ne l'a jamais retrouvé depuis 5 ans. Donc, peut-être que de changer de franchise. Alors oui, on va me dire, oui, Steph Curry, il shoot beaucoup, il dribble beaucoup. C'est vrai que Lucas, il dribble pas beaucoup, il shoot pas beaucoup, que Kyrie, il dribble pas beaucoup, il shoot pas beaucoup. Donc, non. Oui, c'est un excellent recrutement par rapport à Tim Hardaway Jr., par rapport à Derrick Jones, même si elle a la physique de Derrick Jones. Pas exactement la même chose. Hein. Non. Ils ont fait ce choix. Ils ont certainement d'autres joueurs pour couvrir Derrick Jones. Pour Tim Hardaway Jr., Klay Thompson est en bugne très supérieur. Donc, oui, c'est un bon recrutement. De là à dire que c'est le joueur parfait. Et le joueur qui peut permettre de gagner un titre, justement, vu que c'est maintenant la prochaine étape pour Dallas. Est-ce que Dallas, pour aller en finale, n'a pas bénéficié un peu de 2-3 circonstances autour? Ils ont fait un parcours magnifique, il y a un engouement magnifique. J'ai adoré cette équipe quand on était là-bas pour la finale, voir l'engouement, leur manière de jouer, leur lien, le boulot réalisé par Jay Kidd, tout ça, c'est nickel. On ne peut pas considérer qu'il en manque que ça. OKC est dans la même posture, les Wolves sont dans la même posture, Denver est dans la même posture, ils sont 4-5 à viser directement le titre. Memphis va faire un retour fracassant, je préfère vous le dire. On peut en parler d'ailleurs, je voulais qu'on parle un peu Ils ont fait le super trade, ils ont récupéré Ja. Est-ce qu'on est sûr de ça? Il va revenir, là c'est bon, il n'y a plus de... Il peut se répéter avec les risques qu'il prend, oui. Et tout ce qui est extra... ça j'en sais rien, je ne suis pas dans sa salle de bain ou dans sa chambre. Mais c'est sûr que là, si... Non, mais Memphis, OKC surtout, ont des équipes... c'est jeune, ça... Ça court, ça galope. Après, il faut que ça soit mis en ordre, que ça écoute le coach, etc. Ja Morant, du coup, c'est pour vous, là, ça peut être le joueur qui change tout. Qui impose sa patte à l'Ouest cette saison. Il va jouer, si en fin de saison, il est dans les 3-4 nominés pour le MVP, c'est que Memphis sera dans le top 2, top 3 à l'Ouest. Ce qu'ils ont fait il y a 2 ans. Voilà. C'est long, 2 ans. Hein. Il s'en est passé des choses. Oui. Entre les conneries et les blessures... même si les blessures sont parfois des conneries. Mais non, ça a été chaud quand même pour Memphis, une franchise qui a été coupée en 2. On va voir. Il y a Gigi Jackson là, qui est un peu blessé. Il y a J.J. Jackson, qui lui, le 3J, qui lui a un petit truc aussi. On verra, mais ils ont un bel effet. Il y a la perte de Steven Adams quand même. Mais bon, il y a encore du monde en dessous. Il n'a pas joué depuis 2 ans. Ouais. On va finir avec les 2 derniers finalistes qu'on va d'ailleurs retrouver dans quelques minutes sur Beansport. Boston et Denver qui rejoueront aussi dimanche aussi sur nos antennes à partir de 15h30. Ils joueront à 16h, on prend l'antenne à 15h30 et le match est à 16h à Abu Dhabi. C'est pour ça que je dis aux gens de venir le plus tôt possible. Bien sûr, tu as bien raison, mais bon, je préfère dire quand t'es le match. S'il y en a qui n'ont pas envie de voir nos têtes. Juste le basket. Mais ils vous entendront quand même. Boston, est-ce que... Continuité. Voilà, on peut pas... Ils visent clairement un doublé, là, cette saison. Oui, ils ont envie de gagner un autre titre. J'ai toujours préféré dire on va pas défendre notre titre, on va en gagner un autre. Donc c'est l'idée, ça. Mais... c'est rare quand même. Mais ils sont jeunes. À part à Horford. Oui. Ils sont jeunes. Mais je veux dire, dans l'histoire, les 20 dernières années, Denver. À part les Warriors, il y en a quand même très peu qui ont réussi ce... les Warriors, ils s'en sont occupés quand même. Ils ont enchaîné. Et puis c'est toujours en finale contre le même, 4 fois de suite. Contre Cleveland, on a eu 4 Cleveland Warriors. Donc la constance existe. Les Spurs,
avait perdu en finale, ont gagné l'année d'après. C'est la situation de Dallas. Ouais. Denver a défendu son titre jusqu'au match 7 cette année en demi-finale de conf, mais bon, voilà. C'est dur quand même. Oui, c'est dur. D'autant qu'aucune nouveauté ou très peu. Par contre, à l'Est, ça devrait encore... Pourquoi ? L'Est est fort, ils ont 5-6 équipes très fortes. Plus que l'année dernière, du coup ? Avec 3-4 l'année dernière. Donc, les Spurs, les Celtics, pardon, les Knicks, les Bucks, pas dans l'ordre. Hein. Les Sixers, oui. Indiana et Orlando me paraissent bien nés. Il y aura toujours une bonne Cleveland surprise aussi. ou deux. Ça, Cleveland peut être une de ces excellentes surprises. Et là, on en a 6. Ces 6-là, ils sont solides. Amusez-vous, vous qui êtes là, faire les 10-12 meilleures équipes de la NBA. Et vous verrez que Est-Ouest, sur 10-12 équipes, global, hein, le scratch total, c'est à égalité. C'est après que la longueur de l'Ouest est beaucoup plus terrible qu'à l'Est où ça se délite un poil. Ça se délite un poil. Bon, on va voir tout ça, en tout cas. Et en ce qui concerne Denver, pardon. Oui. Alors, déjà, l'année dernière, je me suis fait arroser par les grands fans de Denver quand je disais l'absence de Bruce Brown, le départ de Bruce Brown, obligé financièrement à l'époque. Et le départ de Jeff Green fait un mal terrible. Il connaît rien, machin, Peyton Watson, machin. Jusqu'à présent, ce sont des enfants. Christian Brown, Peyton Watson, les Strouser, tous les mecs qu'il y a là, il faut qu'ils grandissent et qu'ils fassent quand même le métier. Parce que pour l'instant, il n'est pas fait. Il n'est pas fait. C'est pour ça qu'il bute. En plus, Jamal Murray était un poil en dessous l'année dernière. Il a été un poil en dessous tout l'été. Avec le Canada notamment. Oui. En sortie de banc. Un peu alourdi. En sortie de banc, ça c'est pas grave, parce que l'équipe s'était faite sans lui. Oui, et c'était un autre meneur. CSG le chef, chez Gilgeous Alexander. Mais là, Denver, il y a une grosse perte aussi avec KCP. KCP, c'est le 3e d'un 8 majeur champion. C'est énorme. C'est énorme. Alors l'arrivée de Russ West, elle est distrayante, il va apporter quelque chose, il peut driver, et le joker n'est pas quelqu'un qui est trop au post-up, ce qui est le plus au post-up, c'est-à-dire en position basse, c'est Aaron Gordon. Donc, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant quand Westbrook arrive dans une nouvelle équipe. En plus, le mec, il joue pour le plaisir du basket. On va rappeler que Russell Westbrook prend 3 millions de dollars à l'année. C'est beaucoup d'argent pour quelqu'un de lambda. Ok. Une personne normale comme nous. Mais pour un joueur NBA, c'est l'argent de poche. Donc, moi, je trouve que c'est très intéressant de voir Russ West dans cette configuration. Il la veut, sa bague aussi. C'est mieux d'avoir Russ West que de Reggie Jackson. Puisque c'est son poste. C'est le poste pour poste. Michael Porter Jr. doit élever son niveau de jeu. Aaron Gordon doit être plus constant. Le joker est constant. Et surtout Jamal Murray. Après, l'alchimie, elle sera... Coach Malone, il va trouver. Mais il faut que Peyton Watson, il faut que tous ces mecs-là progressent. Christian Brown qui a fait partie, qui jouait dans l'équipe championne l'année dernière. Non, il faut arriver à élever ce niveau-là. Sans ça, il y aura la solution de trade pour faire un move en février. Voilà. Après, je me disais, il y a une équipe dont on n'a pas parlé. Je voulais en dire. À l'ouest ou à l'est? Je sais plus. On n'a pas trop parlé des Sixers aussi. Et de les Sixers, c'est énorme. Le transfert de Paul George est énorme. Énorme. Je me demande si... Parce qu'il était un peu le mec avec Steve Ballmer, le propriétaire. Il y avait une relation. Et il était le communicant. Parce que Kawhi est un peu Bernardo, quoi. Il dit pas un mot. Enfin, Bernardo de Zorro, pour ceux qui ont connu Zorro. Ça revient sur les écrans. Ah oui, avec Jean Dujardin. Voilà. Donc l'adjoint de Jean Dujardin, il dit pas un mot, du
charisme avec ça, c'est très difficile. James Harden, c'est un gourmand dans tous les sens du terme, sur le terrain et sans doute en dehors pour avoir les rondeurs qu'il a. Aux Sixers, ça, voilà, entre Embiid et Maxey, ça donne envie, quoi. Ouais, mais Embiid, il a une jambe qui est morte. Embiid, s'il fait 65 matchs dans l'année, ok, mais combien il va en faire? 50, 55 Est-ce qu'ils vont être capables? Et Joel Embiid, l'année dernière, il a sacrifié les playoffs pour être sûr d'avoir le MVP en forçant en saison régulière. Et après, c'était le cirque. Après, il ne peut pas jouer. Quand on l'a vu aux Jeux Olympiques avec la jambe gauche, elle est dans un état lamentable. Après, ils ont fait un bon move. Très, très bon move. Ils ont pris André Drummond. Donc... Ça peut... ils peuvent avoir deux équipes. Ça peut faire une rotation. Avec Maxey, ils ont vraiment un cadre. Ils ont renouvelé un peu à l'extérieur. Nick Nurse connaît bien le basket et connaît bien son équipe. Ils sont dépendants de Joel Embiid pour jouer le titre. Oui. Voilà. C'est tout. Voilà, mais Paul George, c'est un gros move, son retour à l'Est. Lui, c'est quand même le mec qui se cumule. Alors lui, il a été très gravement blessé. Le petit passage à OKC, arrivé aux Clippers, en duo avec Kawhi, qui joue pas de manière régulière et pas pour un titre depuis les Toronto, depuis la saison Toronto où il avait Clippers, été load managé. Il s'en va, il va avec Embiid. C'est la même, mais lui, il les choisit, les blessés, quoi. Oui, mais parfois, je me dis, après PG, c'est un vrai joueur. Un vrai joueur. Il va créer une dynamique. Et puis le petit Tyrese Maxey, qui a fait une saison All-Star l'année dernière. Hein. Ah bah évidemment. C'était bien. Et MIP. Oui, aussi. Quand même. C'est marrant parce que quand je travaillais sur Naz Reid, je me disais, c'est lui qui a été MIP. Ah non, c'est lui. Oui, j'ai dû revérifier aussi que Tyrese Maxey avait été MIP. Je disais que Naz Reid le méritait. Oui, aussi. Mais bon. On verra, mais l'Est va être fort. Le recrutement de Drummond pour les Sixers, c'est un super coup. C'est un super coup. PG, bien sûr. PG Sortin, playoff P, comme il dit. C'est vrai qu'il revient à l'Est, ça va quand même être intéressant. Là où il a eu ses plus belles années. Il n'a jamais été si près d'un titre NBA qu'avec Indiana. Il est juste tombé sur le LeBron. Et ça, vite fait, pour finir. Alors, c'est passé sous les radars. Mais Caruso à OKC, le recrutement d'OKC, ça peut être l'année d'OKC. C'est pas mal. Sachant qu'ils ont engrangé de l'expérience quand même en play-off l'année dernière. Et ils ont tapé dans le mur en finissant premier de saison régulière, ce qui n'est jamais agréable. Donc tu as perdu chez toi. Et ils se sont fait scotcher. Voilà. Et ça en fait des choses. Ça donne envie. Ça reprendra le 21, j'imagine, la veille. Alors le 22 au soir, c'est dans la nuit du 22 au 23 le premier match. Je parle de NBA Extra déjà avec les previews. C'est dans la nuit du 22 au 23, on est d'accord. C'est dans la nuit du 22 au 23, c'est ça. Donc il y aura preview 21 et 22, sauf erreur de ma part, auquel cas on me trempera les mains dans l'huile bouillante. Voilà. C'est noté, c'est enregistré. Merci beaucoup Jacques. Plaisir Baptiste, et puis c'est parti pour une nouvelle saison. À très bientôt.